Bien. Bonsoir à toutes et à tous. 19h30, on va démarrer ce conseil municipal. Je vous rappelle qu'il est sur Facebook, donc il faut être à l'heure par rapport aux éventuels auditeurs qui nous font l'amitié d'être en distanciel pour ce conseil municipal. Je vais commencer par faire lecture des pouvoirs qui nous ont été adressés. José Tenda a donné pouvoir à Antoine Ingold. Philippe Dorin a donné pouvoir à Francine Bollet. Philippe Jadot a donné pouvoir à Thibaut Flynn. Virginie Larue a donné pouvoir à Gwenaëlle Claire. Adélaïde Sassine a donné pouvoir à Isabelle Bolgère. Hélène Dupuis donne pouvoir à Nadia Imo-Malric. On a reçu à l'instant le pouvoir d'Audrey Tamborini qui donne pouvoir à Patrick Julien. Et Cédric Thomas a donné pouvoir à Dominique Le Cerf. On est bon, on n'a pas oublié? Parfait. Nous allons désigner un élu secrétaire de séance et c'est le tour d'Isabelle, si tu es d'accord. Avec plaisir, monsieur. Très bien, merci. Donc Isabelle Bolgère sera la secrétaire de séance. Premier point, la liste des décisions prises en vertu de l'article 21-22-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Le Cerf. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur la décision 25 SG 23 relative à la mise à disposition et payant de locaux du bâtiment Filardeau de l'hôpital de Fontainebleau au profit de la ville et de l'association Le Vestiaire Saint-Martin, avec un loyer mensuel à la charge de la ville de 624,30 €, alors que jusque-là, Le Vestiaire Saint-Martin disposait de locaux adaptés et spacieux, prêtés par la ville. Il est regrettable d'avoir vendu sans s'assurer du devenir de cette association, qui a dû fermer de nombreuses semaines, ce qui a eu des conséquences immédiates sur l'association, de trier un arrivage impressionnant de dons de linge à la réouverture, mais qui peine à voir revenir les bénéficiaires. Bon, monsieur Le Cerf, c'est votre lecture du sujet. J'y suis allé pas plus tard que la semaine dernière. Et je crois qu'Isabelle aussi y est allée, pas plus tard que la semaine dernière aussi. Et tout le monde était ravi d'avoir des locaux manifestement plus adaptés, un peu plus grands, qui permet de mieux accueillir le public, de mieux ranger, on va dire, les dons des Bellifontins et autres, d'ailleurs, qui viennent proposer des vêtements au Vestiaire Saint-Martin. Bon, je sais pas, c'est votre point de vue, monsieur Le Cerf, je le respecte. En tout cas, moi, il me semble que le travail a été fait pour justement permettre à l'association d'avoir des locaux d'accueil plus adaptés et une accessibilité aussi intéressante parce qu'il y a quand même de l'espace de stationnement qui est permis dans la cour, donc c'est pas inintéressant non plus pour les bénéficiaires du vestiaire de venir sur Filardeau. Sur le loyer, bah oui, c'est la ville qui prend effectivement sa part dans l'accompagnement de l'association. C'est aussi notre contribution au fonctionnement de cette association, utile, comme vous l'avez rappelé, au territoire. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux rajouter un élément? Oui, monsieur Le Cerf, je voulais rappeler que cette convention en fait est une convention tripartite d'une certaine manière, puisque ce sont des locaux de l'hôpital, donc nous avions aussi des contraintes qui étaient liées évidemment aux propres contraintes de l'hôpital. Par contre, le transfert a eu lieu au moment d'une trêve hivernale où le Vestiaire Saint-Martin est toujours fermé pendant au moins 2 semaines, donc ça aussi inclut cette période de fermeture, donc évidemment la réorganisation, le déménagement a nécessité 1 ou 2 semaines de plus, mais en effet je confirme que les membres de l'association sont très contents. Et puis, sur la question du loyer à charge de la ville qui est aujourd'hui encadré ou des frais qui sont à charge de la ville, il faudrait me dire que le vestiaire était jusqu'à présent hébergé dans des locaux de la ville qui étaient chauffés et entretenus, donc avec des charges de fluide qui incombaient à la ville et que, bien sûr, c'était d'ailleurs mal isolé et donc on n'a pas des chiffres très précis en fait sur les charges de l'époque, mais elles étaient totalement prises en charge par la ville
Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement proche, même si c'est un peu plus formalisé dans une convention avec un montant fixe qui a été convenu avec l'hôpital. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la liste des décisions? Monsieur Le Cerf. Oui, sur une autre décision, la décision 25 SG 24, qui est relative au retrait de la décision 25 SG 22, qui concerne la mise à disposition à compter du 3 mars d'un bureau pour monsieur le député, avec un loyer de 273 €, charges comprises. Je voulais savoir s'il s'agissait d'une permanence dans laquelle il y aura un accueil du public. C'est un tout petit bureau de 10 mètres carrés. Voilà, c'est pour travailler, c'est pour que le député et ses collaborateurs puissent travailler. Les permanences se font souvent à l'extérieur, mais je vais laisser le député répondre. Oui, en fait on revient à ce qu'on avait mis en place en 2022 et 2023, c'est-à-dire l'allocation d'un bureau à la mairie pour à la fois faire bureau pour moi et ma collaboratrice et éventuellement accueillir des personnes, même si en général je les accueille plutôt dans des cafés, surtout quand elles sont un peu nombreuses. Mais c'est ça, voilà, parce que j'avais une permanence qui était dans la ville, mais le propriétaire a décidé de la vendre, donc je ne sais pas si ce serait une solution temporaire ou durable, mais en tous les cas, on revient à un régime qui a existé en 2022-2023 et qui me conduisait à louer un bureau dans la mairie. D'accord. D'autres questions? Monsieur Le Cerf. Oui, ça concerne les MAPA et la décision 25 SG 17 relative à la consultation du cabinet d'avocats Bardon, pour accompagner à la rédaction d'une réponse au rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes pour 2100 €. Je voulais savoir pourquoi ça n'a pas été géré par le service juridique et le secrétariat général de la ville. Il me semble qu'on a déjà répondu à ces questions-là. Je vais vous faire à peu près la même réponse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces contrôles nécessitent aussi de bien travailler les réponses, parce qu'elles sont lourdes de sens, et elles sont lourdes aussi parfois de nécessité d'interprétation de tout ce que dit la Chambre régionale. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler prochainement, puisqu'on aura, pour information, la remise définitive du cahier numéro 2, c'est-à-dire que c'était sur le contrôle organique de la ville. Donc on pourra au prochain conseil parler de tout ça. Et à un moment donné, voilà, on s'entoure d'expertise pour pouvoir répondre finement aux approches et aux remarques de la Chambre régionale des comptes, parce que voilà, à de nombreuses reprises, on a constaté qu'il fallait être précis, y compris par rapport aux interprétations, ou on va dire aux raccourcis qui sont parfois faits par la CRC. Donc voilà, on s'entoure de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Pas d'autres questions? La liste des décisions du 21-22, on est bon? Merci. On passe à l'approbation du procès-verbal du 10 février dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Des abstentions? Des contre? Merci. On va aborder ce soir des sujets importants, en lien d'abord à notre compte administratif, c'est-à-dire un petit peu ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement financier de la collectivité sur l'année 2024. Et puis nous aurons aussi des délibérations en lien avec le budget primitif pour 2025. Pas mal de sujets, et je laisserai évidemment Laurent Roussel aborder comme à l'accoutumée ces différents points, mais je voudrais juste d'abord, dans un premier temps, introduire un petit peu le sujet du compte de gestion, pour vous dire qu'effectivement les comptes présentés ce soir démontrent que le CA est en progression régulière depuis 2022. Un CA 2022 à 564 757 € de résultats, un CA 2023 à un peu plus de 930 000 € de résultats et un CA 2024 à 1 600 000 de résultats. J'englobe évidemment résultats ville et théâtre. Le CA 2024 traduit à mon sens une gestion sérieuse, une gestion maîtrisée, mais tout autant d'ambition qui permet à notre équipe de proposer toujours la bonne réalisation, la bonne exécution, on va dire de l'ambition qui a été proposée au Bellifontain. Et ces comptes de gestion traduisent aussi une maîtrise des finances, des mesures d'économie qui portent leurs fruits, notamment sur les charges à caractère général,
et sur les charges de personnel, des recettes également en progression et des augmentations de produits à souligner aussi. Deux chiffres que je voudrais vous proposer. Une affectation de résultats aujourd'hui d'1 478 000 euros et de 158 320,96 au niveau du théâtre. Et ce sont des chiffres importants qui permettent aussi de remobiliser des finances pour le budget primitif 2025. Et puis je laisserai aussi Fanny tout à l'heure évoquer pour la première fois au cours du CA 2024 son annexe qui concerne le budget vert. C'est une première pour la ville de Fontainebleau et qui nécessitera, je le pense, quelques affinements de perception et des précisions par Fanny tout à l'heure. Je vais laisser Laurent faire la présentation des différents sujets relatifs au compte de gestion. Bonsoir à tous. Donc, d'abord, nous devons approuver les comptes de gestion. Les comptes de gestion, c'est des comptes qui nous sont communiqués par Madame le comptable du service de gestion comptable de Fontainebleau. Donc, on a une comptabilité qui est faite dans le budget compte de gestion fait par le comptable public. Et donc, il doit être concordant avec les comptes de la ville, le compte administratif de la ville. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est concordant, donc on doit approuver le compte de gestion d'abord de la ville, puis celui du théâtre. Donc on commence par la ville et après le théâtre. Des questions ou pas sur ce point? Il y aura bien deux délibérations qui seront proposées. C'est la maquette pour la ville et la maquette pour le théâtre. Tu veux peut-être faire les deux et puis on fera les deux votes? Mais d'abord, c'est le compte de gestion qu'on Compte de approuve. gestion. Alors, compte de gestion pour la ville. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Alors, on va les compter. 2 abstentions, 3, 4, 5, 6 abstentions. Merci. Laurent. Donc maintenant, on passe au compte administratif, donc d'abord de la ville. Donc, je crois que ça va être... Ah, pardon, je croyais qu'on l'avait fait en même temps, en fait. Alors, on fait le compte de gestion. Alors, on va faire un deuxième vote sur le compte de gestion théâtre. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 2, 4, 6. Merci. On peut passer à la suite. Alors maintenant qu'on a fait le compte de gestion de la ville et celui du théâtre, on passe au compte administratif de la ville d'abord. Puis après, on fera le théâtre. Donc une vision d'abord sur les résultats qui vous sont projetés sur le tableau. Donc je ne vais pas tous les citer, mais les résultats de fonctionnement de la ville, c'est 3 372 613,17. Les résultats du théâtre, 24 654,85. Donc des résultats consolidés au fonctionnement de 3 397 268,02. Et un résultat global de clôture donc, qui passe à 1 636 941,38. Donc ça, c'est pour les résultats globaux. Si on passe à la section de fonctionnement de la ville, donc on a des dépenses réelles de 24 296 540,74 en progression de 2,11%. Donc il s'agit des dépenses de fonctionnement avec, comme vous le voyez, des charges à caractère général qui baissent de 3,91%. Donc ça montre l'effort qui est fait au niveau des charges de caractère général et des charges de personnel qui augmentent de 2,51%. Mais comme vous le savez, les charges de personnel augmentent déjà en fonction des augmentations qui sont prévues et des augmentations qui nous sont imposées par l'État, ainsi que toutes les dispositions qui ont été prises en faveur des agents des villes. Les recettes de fonctionnement s'élèvent en global à 27 501 000. Donc c'est en hausse de 9,48%. Et cette progression est principalement portée par les produits d'exploitation des services, donc le stationnement, les FPS, mais aussi les concessions funéraires et la restauration scolaire. Donc vous avez tout le détail dans le document qui vous a été fourni. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, surtout que tout est assez conforme cette fois-ci par rapport au débat d'orientation budgétaire qu'on avait eu lors du dernier conseil. Donc je ne vais pas reprendre tous les éléments, puisqu'on est, il n'y a pas très peu de modifications par rapport au débat d'orientation budgétaire qu'on a vu la dernière fois. On va néanmoins faire un focus sur l'évolution des épargnes, la capacité de désendettement. On en avait déjà parlé la dernière fois et on confirme
le montant d'épargne brute qui est de 3 204 000, donc c'est le taux, le meilleur montant, le montant d'autofinancement d'épargne brute de la ville. Donc historiquement, c'est le taux d'épargne brute le plus élevé, et ce qui nous permet d'avoir un ratio prudentiel en année de 6,04, puisqu'on a un encours de dette de 19 366 004. Donc on a une dette, alors je ne sais plus si on le revoit un petit peu après, mais qui reste inférieure à 20 millions. Si elle a progressé, il faut se rappeler qu'en 2023, on avait 18 787 000, mais on avait un crédit de trésorerie d'1,5 million. Donc comme je l'avais dit l'année dernière, pour avoir une vision exacte, il fallait ajouter 1,5 million à ces 18,7 millions. Et donc on constate qu'on est à peu près constant, voire même en baisse par rapport à 2023, puisqu'on on avait un crédit de 2,7 millions qui avait été souscrit en fin d'année 2023, qui a été utilisé en 2024, ce qui porte à 19 366 004. Donc une dette qui est toujours bien maîtrisée, inférieure aux 20 millions qu'on a depuis maintenant une quinzaine d'années. Merci Laurent, ça c'est pour le CA de alors, la ville. Alors j'en suis pour l'instant au fonctionnement. Un mot sur l'investissement du compte administratif. Donc les recettes réelles d'investissement s'élèvent hors reste à 5 160 000, en baisse de 28,23%. Donc on a des subventions d'équipement à hauteur d'1,5 million et l'emprunt, j'en ai parlé, à 2,7 millions. Et des dépenses réelles d'investissement de 7 550 000, avec 5 500 000 de dépenses d'équipement, puisqu'il faut enlever l'endettement pour avoir le montant de dépenses. Et les principales dépenses sont la réhabilitation de l'hôtel de ville pour 700 000, la réhabilitation et extension du groupe scolaire Lagorce 500 000, la rénovation de l'éclairage public en LED de 256 000 et l'entretien de la voirie 1 160 000. Voilà pour le compte administratif 2024 de la ville. Peut-être enchaîner sur celui du théâtre pour pouvoir. Alors pour celui du théâtre, assez rapidement. Donc on a des dépenses réelles de 1 075 738 qui sont, dans la grande majorité, c'est la subvention de la ville d'ailleurs, qui représente plus de 800 000 euros, et des dépenses réelles de 1 027 000, dont des charges personnelles à peu près de 500 000 euros. Donc voilà, c'est assez classique et rien d'exceptionnel. On reste toujours dans les mêmes montants au niveau du théâtre. Avant d'ouvrir le débat éventuel, les questions sur ces... Alors peut-être quand même, si je peux me permettre, pour terminer quand même, puisque c'est là que cette année on a une nouveauté, puisque dans le compte administratif de la ville, on a une obligation qui est celle de l'annexe au compte administratif de l'annexe environnementale, donc qui figure dans le compte administratif. Donc pour que le compte administratif soit complet, il faut cette annexe, et puisqu'on l'a, je passe la parole à ma collègue Fanny. Oui, merci Laurent. Donc vous dire qu'effectivement est annexé une prémisse d'un budget vert en fait, puisque c'est la première étape vers une photographie à l'instant T de nos dépenses du compte administratif, donc ce sont les dépenses réelles, et de mesurer leur impact sur la transition écologique, donc que ce soit en termes d'atténuation du changement climatique, donc entendez par là la réduction de nos gaz à effet de serre et de notre empreinte carbone, entendez aussi l'impact en termes de l'adaptation au changement climatique, donc ça c'est comment on prépare la ville demain pour être plus résiliente au changement climatique, mais aussi en termes de préservation de l'environnement et d'économie circulaire, comment on favorise les circuits courts et l'économie circulaire. Donc au regard de ce travail, je voudrais vraiment saluer les équipes qui ont travaillé en un temps quand même très record, puisque la loi de finances 2024 obligeait cette annexe pour ce budget. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu vraiment très très peu de semaines pour travailler. On a été accompagné par le bureau d'études qui avait travaillé sur notre bilan carbone pour accompagner les équipes dans cette première étape. Et du coup, il y a eu un très très gros travail de fait pour passer au peigne fin vraiment nos dépenses et mesurer leur impact.
Donc, il y a un tableau assez facile à lire hein, avec des couleurs, donc des codes couleurs qui nous permettent de vous dire ce soir que sur 89% de dépenses analysées, on a à peu près 3/4 qui sont favorables ou neutres, ce qui veut dire que c'est pas trop mal. On a encore du chemin à faire, bien sûr, mais c'est déjà une première étape. Et ce qui n'occulte pas, bien sûr, puisque ça, c'est une photographie à un instant T de nos dépenses, d'agir également sur plein d'autres leviers et d'agir aussi sur le fonctionnement et même sur la sobriété, puisque ce type de budget vert ne mesure pas les efforts de sobriété, donc ce qui veut dire de ne pas consommer, mais ces actions-là sont quand même bel et bien en œuvre dans notre collectivité. Donc merci à tous. Merci. On va pouvoir ouvrir les débats, si débat il y a ou si questions il y a. Monsieur Le Serre. Oui, merci. Les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter. Certes, les recettes de fonctionnement sont en hausse, mais près du quart de cette hausse provient des recettes liées aux contraventions de stationnement, plus 564 000 par rapport à l'année précédente. Une hausse importante aussi qui provient des augmentations de tarifs de la restauration scolaire et du centre de loisirs, plus 368 000, qu'on pourrait appeler affaire Sogeres. Hausse des recettes des impôts locaux, plus 860 000 par rapport à l'année précédente. Hausse de la redevance interparking, plus 243 000 par rapport à l'année précédente. Concernant les dépenses de fonctionnement, également en hausse de plus de 501 000. Si les charges à caractère général ont baissé de 300 000 € par rapport à l'année précédente, elle n'est que relative, avec des dépenses d'énergie qui ont baissé de 638 000 €. En réalité, ce qui est affiché comme une baisse est une hausse de 238 000 €. Cette baisse revendiquée devrait elle-même être supérieure avec la Saint-Louis qui a été annulée et pas de Paris-Nice l'année dernière. Au global, l'épargne brute augmente de manière significative, mais vient exclusivement du surplus de recettes, impôts et absolument pas d'économies réalisées. Pour financer les investissements, on a donc continué à emprunter, plus de 2 700 000 €, là où on a dû rembourser 1 900 000 € en capital. À noter également les 322 000 € d'études dont on s'interroge sur leur pertinence et la nécessité. Concernant le budget environnemental, rien de pertinent ni d'intéressant à notre sens. Cela ne justifie pas la dépense de 12 500 € pour un cabinet extérieur. Oui, juste quelques éléments de réponse. Quand vous dites que les dépenses continuent à augmenter, c'est 2,11, c'est inférieur à l'inflation, donc ça reste quand même plus que raisonnable, puisque c'est inférieur. Et si on regarde un peu plus près, comme je l'ai fait tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans le détail, mais enfin, les charges à caractère général, elles baissent de 3,91%. En général, vous nous expliquez qu'elles augmentent, là, elles baissent. Donc voilà, c'est quand même significatif. Et si on a une hausse, c'est les charges de personnel, mais c'est dû à l'ensemble des augmentations du point, de l'augmentation d'un certain nombre de taxes sur les salaires, dont on n'est pas voilà, l'indice d'augmentation annuelle. Donc c'est pour ça qu'elles augmentent. Donc ça, on peut pas y faire grand-chose, mais elles n'augmentent que de 2,51%. Donc c'est plutôt inférieur aux autres années, puisqu'il y a eu globalement quelques suppressions de postes. Donc voilà, donc on peut toujours dire que ça augmente. Oui, ça augmente, mais ça augmente moins que l'inflation. Donc c'est déjà pas si mal que ça. Et donc je sais pas exact qu'il n'y a pas un effort sur les dépenses. Cette fois-ci, il y a un effort qui est plus que significatif. En ce qui concerne l'épargne brute, écoutez, avec, comme j'ai dit, les ratios qui font ressortir un ratio de 6, c'est quand même plutôt pas trop mal. En ce qui concerne la dette, j'ai dit tout à l'heure, il y avait une correction à faire, c'était le 1,5 million de trésorerie dont il fallait tenir compte, parce que donc du coup, c'est une diminution de l'endettement entre 2 années et non pas une augmentation. Voilà. Donc quelques corrections par rapport
à ce que vous dites. Et en ce qui concerne le budget vert, c'est une obligation, donc on l'a fait. C'était, comme l'a rappelé le Premier ministre hier, c'est 144 pages d'explications que les collectivités locales ont dû lire. Donc c'est normal qu'on se fasse aider là-dessus. Mais on a réussi à le faire dans des temps assez courts et c'est déjà une prouesse pour la collectivité d'arriver à sortir dans des conditions un peu compliquées parce que la réglementation est très compliquée, très complexe. On pourrait parfois même avoir quelques doutes sur l'utilité de tout ça, mais c'est une obligation qui nous incombe. Donc en tous les cas, nous, on a respecté cette obligation. Voilà. Merci, Laurent, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur les comptes administratifs? Alors, vous le savez, je vais laisser la présidence de séance. Je propose de la laisser à Isabelle Bolgère pour vous faire voter sur ces deux comptes administratifs. Déjà, vous demandez le principe d'un vote à main levée, si vous en êtes d'accord. Et donc, je vais quitter la séance pour laisser Isabelle la présider. Eh bien, donc je vais vous proposer de faire un premier vote sur le compte administratif du budget principal de la ville, voilà, tel qu'il a été présenté. C'est le point 1.3. Donc, y a-t-il des voix contre? 6, très bien. Des abstentions? Non, merci. Donc 6 voix contre. Et puis, on va procéder au vote de la même façon pour le compte administratif du budget annexe du théâtre, le point 1.4 tel qu'il a été présenté. Est-ce qu'il y a des voix contre? Non. Des abstentions? 6 abstentions. Merci. Merci. Je vais redonner tout de suite la parole à Laurent Roussel pour nous parler de l'affectation des résultats de l'exercice 2024. Oui, là c'est un peu formel, l'affectation des résultats de l'exercice 2024. Donc je ne vais peut-être pas vous faire la liste des chiffres, résultats de fonctionnement d'investissement, résultats d'exercice, etc. Juste le résultat global de clôture, 1 478 620,42 pour le budget principal de la ville. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'affectation des résultats comme suit. Affectation du résultat de fonctionnement de 3 372 613,17. En affectation à l'article 1068, autres réserves pour 1 893 992,75. Affectation du solde de d'excédent de fonctionnement 2024 au chapitre 002 pour 1 478 620,42. Et l'affectation du résultat d'investissement de moins 3 563 888,01 par une reprise à la section d'investissement solde d'exécution de la section d'investissement reportée pour 3 563 888,01. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions, on va procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Alors attendez, des abstentions? Alors contre, combien de contre? 2, 4, 6. Abstention, 1. Merci Laurent pour l'affectation des résultats sur le théâtre. Alors pour le théâtre, donc le solde donc on affecte, je vais pas lire tous les résultats, on affecte le résultat de fonctionnement de 24 654,85 à l'article 1068 pour 0 et au chapitre 002 pour 24 654,85 et l'affectation du résultat d'investissement de 91 157,85 au chapitre 001 pour 91 157,85. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On procède au vote. Des contre? Sur le théâtre, pas de contre? Pas d'abstention? 6 abstentions. 2, 4, 6, 7 abstentions. Merci. Délibération suivante. Toujours Laurent Roussel pour le vote des taux des impôts directs locaux. Donc pour le vote des taux des impôts directs locaux, donc c'est pour la 9e année consécutive, nous proposons une stabilité des taux.
Donc la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non meublés, non affectés à l'habitation principale et taxe d'habitation sur les logements vacants est maintenue à 15,86. La taxe foncière sur propriété bâtie, donc le taux global c'est 43,49 puisqu'on additionne pour les communes et le taux du département. Sur la taxe foncière sur propriété non bâtie, taxe de 117,25, donc elle est restée identique. Et donc il faudra attendre l'année prochaine pour fêter une décennie sans augmentation. Donc on en est déjà à la 9e année. Et oui, 9e année sans augmentation des impôts concernant la part de la ville. C'est à souligner, évidemment. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération ? Monsieur Julien. Ça y est, c'est bon. Bon, donc on est satisfait qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts locaux de la ville. On doit tous être heureux. Hein. Mais par contre, le gouvernement a bien voté l'augmentation des bases qui fait que chaque année, on paye plus d'impôts. Voilà. Mais bon, si déjà on tient le bon cap au niveau de la ville, c'est une bonne chose. Merci. Oui. Oui, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Non, mais alors d'abord, le gouvernement vote rien du tout. Le gouvernement propose et le Parlement vote. Mais au-delà de ça, juste un mot sur les bases. En fait, les bases, c'est un calcul de l'administration qui effectivement figure en loi de finances, donc, mais qui correspond aussi à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on estime, à travers l'augmentation des bases, que le bien, votre bien, les biens immobiliers, continuent à avoir une valeur qui augmente. Et que finalement, les bases sont restituent cette valeur de l'offre immobilière. Si un jour, le marché immobilier, par exemple, devait se casser la figure, et notamment dans une ville comme la nôtre, les bases, évidemment, seraient calculées différemment. Donc c'est aussi le constat que l'immobilier progresse, enfin la valeur de l'immobilier progresse, et donc les bases sur lesquelles on assoit les impôts, qui sont des impôts cadastraux, donc il y a la valeur cadastrale, augmente. Voilà, c'est assez mécanique, et c'est un calcul assez technique, c'est pas du tout un choix politique, c'est un calcul que fait l'administration fiscale en fonction de cette valeur estimée de l'évolution du marché immobilier. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce point? Pas de demande d'intervention. On va passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc 6 abstentions. Merci. On va passer au point suivant qui est relatif au budget primitif 2025, au titre du budget principal. Et avant de passer la parole à Laurent, quelques éléments un petit peu de contexte. Ça a été dit tout à l'heure, ce budget primitif a été réalisé avec des éléments un peu tardifs pour nous permettre sa bonne préparation. On a évoqué le projet de loi de finances qui, à l'origine, demandait 5 milliards d'économies au titre du gouvernement précédent, au gouvernement Barnier, puis aujourd'hui une copie qui, finalement, mais malgré tout, demande 2,2 milliards d'économies sur le budget global de l'État et donc aussi sur les collectivités locales. Ça reste un effort conséquent et on se doute aussi que, vu le contexte économique que nous traversons, vu aussi sans doute les décisions qui pourraient être prises ou débattues au Parlement, en ce qui concerne l'effort de guerre, on peut aussi peut-être s'attendre à un budget 2026 un peu délicat également sur cette matière-là, en tout cas en termes de prévision. C'est toujours un peu difficile d'anticiper ces sujets-là. Et donc je remercie aussi les services de la ville qui ont pu, malgré tout, travailler à la préparation de ce budget.
Je le disais pour le compte administratif, mais c'est tout aussi valable pour le budget qui vous est présenté aujourd'hui. On est toujours sur une ligne qui allie sérieux, qui allie maîtrise et qui allie aussi ambition, puisque les projets de la ville continuent à être déroulés. Ce budget primitif traduit effectivement la suite des engagements qui ont été pris en 2020 devant les Bellifontins. Ça a été dit tout à l'heure et rappelé, ce principe de ne pas augmenter les impôts pour la 9e année consécutive. Des efforts de fonctionnement, je le disais tout à l'heure, ont été réalisés pour maîtriser un peu plus notre budget. Nous maintenons un effort de soutien aux subventions. Le montant va vous être proposé dans quelques instants. Le centre communal d'action sociale également continue à être soutenu dans la même enveloppe que l'an dernier, un peu plus d'1 450 000 €. Et puis des investissements, toujours aussi ambitieux, puisque nous poursuivons la feuille de route avec cette année les lancements officiels et très concrets des travaux de rénovation de l'école Lagorce. On va également entreprendre le démarrage du projet de skatepark, qui est là aussi des engagements importants de ce mandat. Nous poursuivons les investissements sur les plans pluriannuels, qu'il s'agisse de voirie, qu'il s'agisse de vidéoprotection, qu'il s'agisse d'éclairage public. Nous continuons à dérouler la feuille de route. Et puis, contrairement à ce qui avait été dit la dernière fois lors du précédent conseil municipal, nous n'oublions pas d'intervenir aussi sur des investissements importants. Certes, le centre de loisirs ne sera pas totalement rénové dans l'échelle de ce mandat, mais nous continuons à y apporter du soin, puisque nous avons aussi des investissements prévus pour permettre de la mise en sécurité des bungalows de stockage, la fabrication d'un chalet complémentaire pour du stockage. Nous y avons aussi, grâce à la démarche portée par l'association Splash, initiée grâce à notre collègue Adélaïde Sassine, développé aussi des jeux pour enfants à l'échelle du centre de loisirs. Donc non, il ne se passe pas rien au centre de loisirs. Si le projet de rénovation complet est reporté, on a malgré tout des investissements qui permettent de le maintenir en état de fonctionnement. On a un taux de réalisation des investissements d'à peu près 70% en 2024. Donc ce que l'on annonce, eh bien écoutez, nous essayons de le réaliser. Et c'est pour l'instant la ligne que nous tenons avec, comme ça a été rappelé par Laurent il y a quelques instants, la maîtrise toujours de la dette pour nous laisser à des endettements qui restent inférieurs depuis le début de mandat à 10 années, ce qui est une durée raisonnable et acceptable. Je vais laisser Laurent Roussel vous apporter des précisions sur ce sujet. Donc en ce qui concerne d'abord la ville, le budget primitif de la ville, là encore une fois, on reste très proche de ce qu'on avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, qui était cette année très précis. Donc je vais être assez synthétique. Donc juste pour rappeler ce qui vient d'être dit, donc ce travail se fait dans un contexte contraint pour le budget 2025, du fait des informations qu'on a obtenues de l'État qui sont récentes et encore pas définitive, puisqu'il y a une exigence de 2,2 milliards d'euros pour 2025, mais dont on n'a pas la totale répartition, si ce n'est qu'il y a une partie qui concerne la TVA, donc on ne devrait pas être concerné, et une partie qui concerne un certain nombre de collectivités qui vont devoir financer 1 milliard d'euros. Donc on n'est pas certain, on pense ne pas en faire partie, mais on n'en a pas de certitude. Également, un autre élément qui nous contraint, c'est les taux d'intérêt qui sont repartis à la hausse. Donc on est assez vigilant. Alors sur le stock de dette, comme vous le savez, nous sommes essentiellement à taux fixe, comme on le dit à chaque fois. Donc on n'est pas impacté par cette hausse des taux. Par contre, on est impacté sur les nouveaux emprunts. Mais pour l'instant, puisque sur le 20 ans, on a dépassé, l'État se refinance à un taux supérieur à 4%. Donc évidemment, les taux sont en augmentation, mais la ville est en train de travailler à un refinancement avec la Banque des Territoires qui nous permettrait, si on aboutit, à un taux qui serait inférieur, de l'ordre qui est indexé sur le taux du livret A. Donc on serait à un taux proche de 2,80. Donc espérons qu'on parvienne à ce taux avec la Banque des Territoires. Donc stabilité des taxes locales, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vais passer directement à la section de fonctionnement.
Pour donner les principaux éléments, donc les recettes réelles de fonctionnement s'élèveraient à 24 259 764. Là encore, l'ensemble des chapitres sont en baisse. Les charges à caractère général, tout est fait pour avoir une diminution globale de budget à budget 2024 par rapport à 2025, ce qui traduit notre volonté de poursuivre la maîtrise de nos comptes, une amélioration de nos comptes. Et les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 26 634 223 et par mesure de prudence, nous avons estimé qu'elle serait stable avec évidemment quelques différences entre, par exemple, la fiscalité locale qui augmente forcément en fonction de l'inflation, des bases, mais on a d'autres taxes qui rapporteraient moins. C'est le cas de l'immobilier, puisqu'on part sur 1,2 million, ce qui est légèrement en dessous de ce qu'on a connu en 2024, même si on pense qu'à un moment, on va atteindre un certain équilibre et on espère une reprise un jour du marché de l'immobilier. Mais pour l'instant, elle est encore limitée. Et donc, une baisse aussi des recettes du stationnement, puisqu'on avait atteint un montant élevé du fait des FPS, notamment, qui était important. Cette fois-ci, on pense qu'avec un meilleur respect du stationnement, on devrait avoir des recettes qui pourraient être un petit peu en baisse. Néanmoins, un montant satisfaisant. Donc le budget témoigne d'une volonté de promouvoir la culture et les événements, d'améliorer la vie des jeunes et des seniors et promouvoir le sport, de respecter l'environnement et améliorer le cadre de vie des habitants et de maintenir le soutien au tissu associatif, puisqu'on votera tout à l'heure les subventions aux associations. Donc ce qu'on rappelle, mais on le rappelle à chaque fois, c'est que 80% des dépenses sont contraintes. Donc les frais de personnel et les contrats d'entretien, donc difficilement compréhensibles, sauf à diminuer le nombre de postes. Mais on ne peut pas non plus diminuer le nombre de postes, puisqu'il faut maintenir la qualité du service aux habitants. Et donc la maîtrise des dépenses de fonctionnement, ça passe par une gestion rigoureuse des ressources avec un contrôle permanent des charges. Donc chaque dépense qui est engagée est scrutée de près pour voir si on peut économiser une partie de ces dépenses. En ce qui concerne l'optimisation des recettes, on prévoit donc une augmentation de certains produits et services pour maintenir un niveau de financement adéquat pour les projets municipaux. En ce qui concerne l'investissement, donc on poursuit notre volonté d'investir. C'est une marque de notre municipalité depuis maintenant de nombreuses années, donc avec des investissements cette année, donc en 2024, dans les comptes administratifs, on avait 5 millions, près de 5 millions et demi. Là, on prévoit toujours plus, mais on prévoit, comme vous le savez, on prévoit toujours plus, puisque pour pouvoir engager les dépenses, on est obligé d'engager des dépenses qui parfois se poursuivent sur plusieurs exercices. Donc, on est à près de 9 millions de dépenses, mais l'objectif étant de faire au moins 5 ou 6 millions comme chaque année. Donc, comme je disais, 9,6 millions qui inclut la poursuite des projets majeurs et structurants, comme la rénovation et l'extension de l'école d'Agors, le passage en LED de l'éclairage public qui se poursuit et le développement du dispositif de vidéoprotection, de nouveaux projets soutenus par des financements extérieurs, donc la construction du skatepark et le renouvellement des huisseries du bâtiment de la mission, et une amélioration du cadre de vie des Bellifontins avec le travaux de piétonisation de la rue de Ferrare, l'achèvement des travaux de la voirie rue des Bois et le travaux de mise en accessibilité de la voirie et du parvis du théâtre municipal. Alors, on vous a mis un détail de l'ensemble des financements que nous comptons obtenir pour les différents investissements. Donc, je ne vais pas en faire lecture, mais comme vous pouvez le voir, nous attendons 2 millions minimum d'investissements, puisque là, on mentionne ce qui est déjà quasiment acquis, mais il y aura encore des discussions sur certains sujets qui nous permettront d'avoir des financements supplémentaires. Pour financer ces investissements, nous prévoyons un endettement à hauteur de 2,9 millions. Mais comme vous le savez, quand on prévoit une dette dans le budget, on essaie toujours de faire mieux. Donc là, sur ce tableau, n'apparaît pas 2025,
mais on serait, si on compte les remboursements et cette nouvelle dette, on serait à 20 200 000 en fin d'exercice, ce qui est toujours dans les mêmes niveaux de dette, comme on l'a depuis je ne sais plus combien, mais une bonne quinzaine d'années. Voilà pour le budget primitif de la ville. Merci Laurent. Est-ce que ça appelle des questions de votre part, une demande d'intervention? Monsieur Le Cerf. Oui. Merci Monsieur Roussel pour la présentation de la synthèse du budget primitif. À signaler les notes de présentation et les maquettes qui nous sont transmises, je cite, dans les meilleurs délais, mais très tard, trop tard pour les étudier d'une manière sérieuse lors de la commission des finances. Concernant les dépenses de fonctionnement, on prévoit de les maintenir au même niveau que le réalisé 2024. C'est mieux que de continuer à les augmenter, mais c'est beaucoup moins bien que de faire des économies, surtout lorsque l'on a une épargne brute qui va encore diminuer par rapport à 2024. Concernant les recettes de fonctionnement, l'aubaine de 2024 avec l'énorme augmentation des recettes ne semble plus de mise, puisque les recettes réelles sont prévues en baisse de 866 000 € par rapport à 2024. Sans diminuer les dépenses réelles, on dégrade l'épargne disponible pour investir et donc on doit emprunter et vendre du patrimoine de la commune. Côté investissement, on finance en vendant le patrimoine, 3 766 000 € prévus, par la dette, 2 900 000 €, et en prenant dans les réserves 3 073 000 €. On ne découvre pas les investissements puisque tout avait été annoncé au vœu. Les choix faits suscitent les mêmes réserves que déjà exprimées précédemment. Un skatepark, mais pas la rénovation du centre de loisirs, ni d'aménagement médiathèque pour accueillir le musée qui a fermé en 2010, et une piétonisation de la rue de Ferrare à 375 000 € qui nous paraît importante. Merci. Oui, pour répondre à cette question sur l'épargne brute, là encore, je dirais que c'est un peu toujours la même confusion année après année. Quand on regarde ce montant-là, on est sur un budget primitif. Et comme si vous regardez, lisez le document qui est quand même que vous avez déjà depuis quelque temps, puisqu'il était déjà fourni pour la commission commission finance qui a eu lieu la semaine dernière. Il s'agit, en fait, comme vous le voyez, les recettes sont inscrites à un niveau conservateur. Donc, on espère évidemment avoir des recettes pour un montant supérieur, comme ça arrive souvent. Et les dépenses, c'est pareil, on ne fait jamais toutes les dépenses. Donc, l'épargne brute, en général, elle est supérieure dans les comptes administratifs. C'est bien les éléments qu'il faut voir. Quand vous dites l'épargne brute va se dégrader, ça m'étonnerait beaucoup, puisque on sait très bien que quand on réalise le compte administratif l'année suivante, on fait en général mieux et même beaucoup mieux que ce qui est prévu. Donc, il y a une confusion entre compte administratif et budget, mais ce n'est pas la première fois, c'est assez récurrent. Voilà, donc, et en ce qui concerne, c'est pareil pour l'endettement, on n'emprunte jamais en réalité au montant qu'on a prévu au départ. Donc, il faut attendre, il faut comparer pour faire ce type d'affirmation. Il faut attendre les comptes administratifs, il faudra donc attendre l'année prochaine. J'ajouterais, Monsieur Le Cerf, que concernant les maquettes transmises, effectivement, comme cela vous a été expliqué en commission, il y a une nécessité d'intervention de l'éditeur du logiciel avec lequel nous travaillons pour corriger les chapitres 20, 21 et 23 de la section d'investissement, mais ça ne change pas le total et ça ne change pas la maquette dans sa globalité, en tout cas le total prévu en section d'investissement pour l'année considérée. Donc, vous avez raison de le rappeler, mais néanmoins, c'est un sujet qui nous est extérieur, et évidemment, dès que les corrections seront apportées, tout le monde aura accès à cette maquette revue, mais ça ne change pas, je le répète, les chiffres au niveau des totaux. Pour ce qui concerne les ventes de patrimoine, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ensemble. Nous considérons qu'il y a des patrimoines qui ne sont pas utiles
à la gestion municipale, qui n'ont pas d'affectation pour du service public, et que ça fait partie aussi de la bonne gestion, de notre, on va dire, de notre responsabilité aussi, eh bien, de pouvoir avoir une gestion active de ce patrimoine et de les mettre en vente. Surtout, comme on le verra tout à l'heure, ça permet aussi de répondre à des besoins, et notamment, je pense, à un établissement public ou un commerçant qui va pouvoir s'étendre et avoir une activité un peu plus valorisée au niveau de la ville. Donc c'est une gestion active du patrimoine. Quand il n'y a pas d'affectation possible à du service public, écoutez, ça sert sans doute à rien de le garder dans le stock de la ville, surtout que oui, ça nécessite aussi des travaux, de l'entretien et des charges. Donc voilà, des fluides à payer chaque année. Donc ça nous permet aussi d'avoir une gestion saine de notre patrimoine. Je veux compléter ? Oui. Sur celui de la ville, est-ce qu'il y a des questions, encore des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Eh bien, écoutez, est-ce que je le fais en 2 temps? Oui, on va faire 2 délibérations. On va d'abord passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter globalement ou bien souhaitez-vous un vote section et chapitre? Est-ce que vous allez faire un vote global, vous irez? Pas d'opposition? Merci. Eh bien, pour ce qui concerne le budget primitif 2025 de la ville présenté, y a-t-il des contre? 2, 4, 6 abstentions, 1 abstention. Merci. Laurent, on va pouvoir passer au budget du théâtre. Oui, là, ça va être rapide. Juste mentionner les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, dans le budget primitif 2025, s'élève à 1 059 948,59 et les recettes réelles de fonctionnement 1 064 500,15. Et en ce qui concerne l'investissement, donc des dépenses d'investissement qui sont plus importantes que d'habitude compte tenu des travaux qui auront lieu au théâtre. Donc c'est un peu la particularité de ce budget primitif. 253 660, c'est essentiellement l'accessibilité. Et donc des recettes réelles d'investissement de 133 295,74. Merci. Y a-t-il des questions concernant le budget annexe du théâtre? Pas de questions. On passe au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? 6. Merci. Délibération suivante, toujours Laurent Roussel, au sujet d'une subvention au budget annexe du théâtre municipal pour l'exercice 2025. Alors justement, c'est la subvention qu'on verse au théâtre, donc de 769 500, et donc est en diminution. Comme toutes les dépenses de la ville, le théâtre également fait un effort sur ses dépenses. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Des contre? Abstention? Merci. Délibération suivante. Toujours Laurent Roussel. Subvention d'équipement au budget annexe du théâtre. Alors c'est pour les, comme je disais, pour les travaux d'accessibilité. Donc puisqu'on a un budget plus important cette année dû à l'accessibilité, aux travaux d'accessibilité. Donc on vote une subvention d'équipement cette fois-ci, et c'est assez exceptionnel, de 113 296 296 296, je vais y arriver. Tous les chiffres. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? Merci. On passe à l'attribution d'une subvention pour le CCAS. Laurent Roussel. Alors pour le CCAS, donc la subvention annuelle qui est proposée est de 1 450 000, donc au même niveau que l'année passée. Merci. Isabelle, veux-tu compléter? Je voulais simplement, évidemment, on ne vote pas le budget du CCAS ici, mais la subvention vient équilibrer, évidemment, les besoins du CCAS. Donc je voulais simplement confirmer et vous faire remarquer qu'avec un budget extrêmement constant, le CCAS a assuré en fait des nouvelles missions qui sont évidemment le pôle senior, la mise en place de la navette, le repas senior, le développement d'actions d'événementiel auxquelles le CCAS a été associé, soit avec l'hôpital sur des actions de prévention et puis avec d'autres partenaires. Et donc je voudrais souligner la qualité du travail qui se fait en mutualisation avec d'autres services de la ville et avec des prestataires et avec des partenaires extérieurs au CCAS.
ainsi que la polyvalence des postes qui est vraiment travaillée lors des recrutements ou des renouvellements de postes, afin quand même d'arriver à faire plus avec le même budget. Et je suis très fière d'assurer la vice-présidente de la vice-présidence de ce CCAS et d'avoir pu voir cette évolution depuis 4 à 5 ans. Voilà, donc je voulais remercier les services, ceux du CCAS bien sûr, mais aussi tous les autres de la ville qui progressivement, voilà, tous apprennent à travailler de façon transverse pour que les bonnes ressources soient utilisées, mutualisées, afin de faire mieux dans des budgets qui sont contraints pour tout le monde et qui finalement, CCAS ou pas, subvention ou pas, sont l'argent des contribuables bellifontins que nous sommes tenus d'utiliser de la meilleure façon. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, on passe au vote. Des contre, des abstentions? Merci. Je vais donner la parole. Merci Laurent pour cet exercice budgétaire et merci au service également d'avoir travaillé pour nous permettre le vote de ce soir. Je passe la parole à Antoine Ingol pour nous parler des subventions aux associations pour l'année 2025. Bonsoir à tous. Comme chaque année, la ville de Fontainebleau participe au financement des projets des associations locales. Dans un contexte contraint, nous avons décidé de garder une enveloppe globalement identique et même très légèrement supérieure à ce qu'on a fait l'année dernière, notamment pour aider de manière exceptionnelle l'association du festival Django Reinhardt. Ce soir, il est donc proposé aux membres du conseil municipal de voter les subventions aux associations pour un montant de 255 600 €, selon le tableau qui vous a été remis, et d'ailleurs complété ce soir avec une association supplémentaire. Les crédits relatifs aux subventions de fonctionnement sont inscrits au budget principal de la ville, au chapitre 65. Les subventions dites exceptionnelles correspondent à des participations à des événements organisés par les associations. Les crédits sont également inscrits au chapitre 65 pour un montant de 21 500 €. Il est précisé que les membres du conseil municipal qui sont adhérents ou partie prenante d'une association ne prennent pas part au vote lié à l'association, à l'attribution de l'association concernée. Merci Antoine. Je vous ferai lecture d'ailleurs de façon assez formelle des membres qui ne prendront pas part au vote pour des subventions particulières. J'en ferai lecture tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de prise de parole sur cette délibération? Monsieur Raymond. Merci, monsieur le maire. J'ai entendu monsieur Ingol parler de subventions exceptionnelles. Je ne les vois pas mentionnées dans le document qu'on a sur table. Est-ce qu'il s'agit des subventions comme... Ou alors j'ai raté. C'est à la dernière page du document. Pardon. Alors, je vais reformuler ma question, excusez-moi. Je me demande à quel titre on octroyait de nouvelles subventions à des associations qui ne dépendent plus de la ville, mais de la communauté d'agglomération, puisqu'on doit déjà verser, dans le cadre de la péréquation des sommes de subventions à la communauté d'agglomération, pour le foot ou l'athlétisme, mais je vois que ces associations figurent de nouveau à 1 000 € pour le foot, je ne sais, enfin 6 000 pour l'athlétisme, et je voulais savoir à quoi cela correspondait. Merci. Tu veux José? José Tenda. Merci, monsieur le maire. Daniel, je pense que les clubs qui font partie du pays de Fontainebleau n'ont pas droit aux subventions de la ville. En revanche, s'ils ont un projet, la ville les accompagne. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on les accompagne aussi quand ils portent des actions particulières ou des projets. On pense notamment aussi à ce que fait le club d'athlétisme. Au-delà de la foule impériale, ils contribuent beaucoup à l'animation de la collectivité. Ce n'est pas la subvention directe au fonctionnement du club, effectivement, qui sont plutôt visés par la communauté d'agglomération. Alors, juste pour finir ma question, merci de votre réponse et merci José. Est-ce que ces subventions-là ne devraient pas figurer dans la rubrique exceptionnelle? Parce que sinon, les associations vont peut-être croire que d'une année sur l'autre, ces subventions vont être reconduites. Donc pour éviter un malentendu, ça serait peut-être bien que ça soit précisé. On pourrait en tout cas, dans l'interlocution qu'on a avec ces associations, préciser qu'on porte des événements à leur côté et qu'il ne s'agit pas d'une
subvention garantie ad vitam aeternam, puisque c'est bien la communauté d'agglomération qui est compétente sur le sport. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ces sujets des subventions? Pas de demande d'intervention. Je vais essayer de vous faire une lecture rapide, parce que le formalisme me le demande. Seront réputés ne pas prendre part au vote concernant l'ARCIF. Je ne participerai pas, tout comme Madame Reynaud, Madame Jacquin et Madame Maggiori, qui représentent la ville. Pour FLC, je ne prendrai pas part au vote, ni Madame Maggiori, ni Monsieur Ingold. Pour les jardins familiaux, Monsieur Julien ne prendra pas part au vote et Monsieur Baudouin, toujours adhérent? Toujours adhérent. La maison de la famille au Pays de Fontainebleau, Madame Bollet ne prendra pas part au vote. Sur les amis MSN du château, je ne prendrai pas part au vote comme Madame Bollet, Madame Jacquin, Madame Malvezin et Monsieur Dorin. Pour la PJFA, Madame Reynaud, Madame Jacquin, Madame Bollet et Madame Maggiori ne prendront pas part au vote. Pour les Amis de la Forêt, Madame Reynaud, Monsieur Dorin, Madame Bollet, Madame Malvezin ne prendront pas part au vote. Pour l'Enfant et le 7e art, Madame Maggiori. Pour l'association de la réserve de biosphère Fontainebleau-Gâtinais, Madame Maggiori. Pour le tennis club, Monsieur Flynn et moi-même. Pour Compostez-nous, Madame Guernalec. Pour les colibris solidaires, Monsieur Le Cerf. Pour l'appel Sainte-Marie, Monsieur Flynn. Pour l'AS du collège Lucien César, Madame Maggiori. L'AS lycée François 1er, Madame Maggiori. L'AS lycée Couperin, Madame Maggiori. Le karaté club, Monsieur Perrault. L'entraide protestante, Madame Bolger. Le Fab Lab, Monsieur Ingold. Et l'association Main dans la main de l'EHPAD, Monsieur Ingold. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien écoutez, merci, et merci pour les associations Bellifontaine. On va passer au point suivant. Ah oui, c'est un sujet sur lequel nous avions été interpellés, à quelques reprises, on va dire, par Monsieur Raymond, qui souhaitait effectivement que nous ayons un petit travail concernant les associations, en tout cas les adhésions de la ville à des associations ou organismes auxquels nous souhaitions participer, auxquels nous versons des cotisations. Nous avions un tableau de 32 organismes que vous avez dans la note de présentation ce soir. Et nous avons fait un premier travail visant à nous retirer, en tout cas ne plus porter d'adhésion pour 8 d'entre elles. Je vais vous les citer. Il vous est proposé de ne plus adhérer à l'Association des maires d'Île-de-France, à l'Association nationale des élus des territoires touristiques, au réseau des centres-villes durables et l'innovation de l'Association Centre-Ville en Mouvement, à l'Association des villes universitaires, à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, ce qui ne pose aucun problème pour la démarche UNESCO et patrimoine mondial, je tiens à le préciser, Conseil architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, Association Seine-et-Marne Environnement et l'Association Conseil national des villes et villages fleuris. Le tout, donc, pour une économie s'élevant à 14 038,48 €. Un premier pas, n'est-ce pas, Monsieur Raymond? Y a-t-il des questions sur cette proposition de délibération, Monsieur Raymond? Merci, Monsieur le maire. Je suis content de voir que ce travail a été fait. C'est une demande qui remonte à 2022. Voilà, quand on sait attendre, on finit par avoir les renseignements. Je pense que c'est un document qui sera utile à tout le monde. Et le mérite, au moins, c'est qu'il y a 8 associations, visiblement, auxquelles on n'avait pas vraiment besoin d'adhérer. Tant mieux. Si j'ai permis quelques économies à la ville, j'en suis très content. Merci. Merci, Monsieur Raymond. Et que personne ne s'inquiète, hein, ça nous permet quand même de continuer à travailler avec les autres. Madame Imo-Malric. Ça y est. Bonsoir à tous. Enfin, c'est une très bonne nouvelle d'économiser 14 000 € pour des associations où nous n'allions pas. Ça faisait longtemps que nous demandions une telle revue, mais néanmoins, on attend toujours pour les autres un compte-rendu d'activité et savoir ce que ça peut nous apporter d'adhérer. Voilà, c'est un avis. Merci pour cette question. Effectivement, le travail qui a été fait, ça a été aussi de faire un tour d'horizon au niveau des services de la ville, au niveau des élus, pour effectivement faire le point sur ce qui nous était utile, bénéfique en termes de travail collectif, en termes d'information, en termes de lobbying commun sur des sujets qui nous sont importants. Donc on vous fera, si vous le souhaitez, à l'occasion peut-être soit d'une prochaine instance ou d'une prochaine réunion,
un peu le débriefing de tout ce que nous tirons, tous les profits que nous avons à continuer à adhérer aux autres associations. Merci en tout cas pour votre message. Je peux juste dire un petit mot, ouais. Pardon, merci Monsieur le maire. Non, j'aurais juste dire un petit mot à l'attention de l'opposition qui ne se détrompe pas. Et c'est logique et normal de sortir d'association quand on n'utilise plus les services de l'association. Mais ce ne sont pas des associations qui ont été inutiles à un moment donné pour Fontainebleau. Et il y a d'autres associations d'ailleurs qui ont été rejointes récemment, qui seront utiles pendant quelques années et qui sont plus utiles une fois que... Je pense que quand on a adhéré aux villes et villages fleuris, ça nous a permis d'avoir 2 ou 3, 2 étoiles. On n'en avait aucune. Bon, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, c'était leur mission de la ville de participer à ce mouvement d'étoiles fleuries. Bon, bah maintenant, on change de pied et on quitte l'association, vous voyez. Donc, parce que j'entends à vos interventions que vous auriez mis le doigt, vous nous auriez incité à mettre le doigt sur des associations inutiles. Ce n'est pas des associations inutiles, c'est des associations qui sont devenues, de fait, moins utiles dans la politique de Fontainebleau. Elle l'était à une époque. C'est comme l'association des élus du territoire touristique. C'est une association qui a été très utile lorsqu'il a fallu qu'on remette en place il y a quelques années les problématiques de statut de ville, station touristique, ville touristique, qui permet des avantages financiers importants, qui permet notamment, qui nous a permis de tirer au clair aussi les problématiques de droits comment on appelle ça, les droits de taxes de séjour, merci, taxes de séjour qui depuis sont passées en intercommunalité, mais ça n'a pas été le cas, c'était pas le cas il y a quelques années. Donc voilà, donc ce sont les associations qui sont devenues inutiles et c'est normal à ce moment-là qu'on les quitte. Merci. D'autres interventions sur cette question? Pas d'intervention, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Je ne crois pas désormais. Des contre? Des abstentions? Merci. Délibération suivante, c'est une mise à jour des statuts de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Cette délibération est déjà passée à la communauté d'agglomération lors d'un conseil précédent. Ce sont des modifications d'abord relatives au changement d'adresse du siège social, une clarification des compétences qui étaient optionnelles et qui sont désormais définies par l'agglomération au titre des compétences obligatoires, et également une clarification des ressources pour modifier certaines appellations ou certains sujets qui n'y figuraient pas, tels que les taxes additionnelles. Ce sont des modifications pour l'instant assez techniques et administratives. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Pas de questions, on passe au vote. Des contre, des abstentions? Merci. Délibération suivante, je passe la parole à Francine Bollet pour nous parler de cession de 2 appartements, 242 bis rue Grande. Il s'agit effectivement pour ce point là de la cession de 2 appartements qui sont au 242 et 242 bis rue Grande, compris dans l'ensemble immobilier de l'école Paul Joson, et donc propriété de la ville. Appartements qui étaient autrefois des logements de fonction à destination des enseignants et qui sont maintenant inoccupés depuis fort longtemps. Donc dans le cadre de la rationalisation de nos biens immobiliers dont a parlé Monsieur le maire tout à l'heure, et de la réduction des charges d'entretien et de la réaffectation de ces ressources-là à des projets plus structurants, la ville a décidé de vendre ces 2 appartements pour une contenance totale, une superficie totale de 250 mètres carrés environ. Donc l'Office du tourisme, l'EPIC, Office du tourisme de Fontainebleau, du Pays de Fontainebleau, a manifesté son intérêt pour ces locaux qui lui permettent de regrouper ses services et qui en fera donc son siège administratif. Ce ne sera pas le lieu d'accueil du public comme sur la place de la République, hein, c'est un siège administratif. Donc, en vue de... Donc, bien sûr que c'est estimé par les domaines, et il a été convenu un prix entre le vendeur et l'acquéreur pour ces 2 appartements de 625 000 €. Donc, pour parvenir à la vente de ces 2 biens, il y a lieu, d'une part, de constater la désaffectation
de ces locaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'usage de services publics directs. Et donc, étant désaffectés, il faut donc décider leur déclassement. Ensuite, il y a lieu de faire aussi une division parcellaire pour extraire ce bâtiment de l'emprise foncière globale de l'école Paul Joson et procéder à la vente au prix que j'ai indiqué. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes pour parvenir à cette vente de la façon que je l'ai décrite. Merci Francine. Vous avez sur table, donc pour le point 3.1, cette délibération qui mentionne bien la nécessité de désaffecter et déclasser les 2 appartements qui sont proposés à la vente. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je précise juste que malheureusement Laurent Roussel ne pourra pas voter puisqu'il y est intéressé au titre de la présidence de l'EPIC Fontainebleau Tourisme. Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des contre? 2, 4, 6, abstentions, 1. Eh bien, écoutez, merci, la délibération est adoptée. Francine Bollet, toujours pour la cession d'un lot de copropriété au 240 rue Grande. Voilà, on reste dans le même quartier, juste à côté. C'est donc le 238. Enfin, la vente, c'est dans le cadre de la vente du 238 du local de rez-de-chaussée du 238 rue Grande, ou pour dernièrement une galerie d'art et plus anciennement la poste annexe, dont la vente a été déjà décidée en conseil municipal. Et on s'est rendu compte en préparant cette vente qu'un petit morceau du local poste que nous avions promis de vendre, n'était en fait pas compris dans le règlement de copropriété du 238. Il y a donc lieu de régulariser cela et de faire là aussi une division foncière du bâtiment 238 pour extraire cette petite surface de 11 mètres carrés afin qu'elle soit adjointe à la vente en cours pour le reste du local. Et le prix convenu ayant été évidemment global, la vente de ces 11 mètres carrés ou à peu près interviendra à l'euro symbolique. Et pour mémoire, c'est un local qui va retrouver une affectation intéressante puisqu'il s'agit de l'installation d'un luthier. Absolument, le luthier qui est actuellement rue des Bois, qui s'installera dans ce local prochainement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, Monsieur Raymond? Merci, Monsieur le maire. Oui, cette question porte sur cette délibération, mais elle porte aussi sur la précédente. C'est juste pour information. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de travail de déclassement et d'aménagement qui devait être fait. Je voulais savoir si c'était à la charge de la collectivité ou des acquéreurs, et si on avait une idée du montant des différentes formalités qui devaient être entreprises. Ça ne coûte rien. Ce sont des formalités administratives, mais qui n'engendrent aucun coût pour ni le vendeur ni l'acquéreur. D'autres questions sur cette délibération? Pas de questions, donc je vais la passer aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 7. Cette délibération est adoptée. Francine Bollet, pour le point 3.3 sur l'enquête publique PLUI, un avis qui nous est demandé. Voilà, donc vous le savez certainement, l'enquête publique du PLUI est en cours. Elle a commencé le 3 mars et jusqu'au 4 avril. Et dans ce cadre-là, tous les citoyens, mais aussi les collectivités, peuvent porter des remarques ou des modifications au registre. Donc là, nous voulons en faire une à propos du stade Philippe Mahut. Pardon. Bon. Il y a quelques... Non, d'accord. Donc, vous savez que dans le cadre du stade Philippe Mahut, on a fait pour le PLUI, je suis désolée de tous ces acronymes, mais bon, c'est ma délégation qui veut ça. Hein. On a donc fait une OAP pour le réaménagement donc, de ce site
sportifs. Et là où doit s'installer en effet le skatepark dont il a été question tout à l'heure. Et on voudrait, pour améliorer encore davantage ce site sportif, on voudrait y intégrer également les aires de lancer qui est très vétuste, ainsi que des espaces de basket qu'on voudrait intégrer à un projet plus global. Donc pour cela, il faut intégrer ces deux emprises foncières-là à l'emprise OAP dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il s'agit que le conseil municipal nous autorise à demander à la CAPF de modifier l'OAP numéro 7 dans le cadre de l'enquête publique du PLUI. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Le Cerf. Oui, on va voter contre, car il y a de nombreuses autres remarques à formuler sur le PLUI qui permet une bétonisation plus accrue. Donner un avis favorable à cette délibération signifierait qu'il n'y a pas d'autres problèmes dans ce PLUI alors qu'ils sont très nombreux. Bon, pas exactement le même sujet. Et puis l'enquête étant ouverte sur le PLUI, écoutez, ma foi, que celles et ceux qui ont envie de s'exprimer s'expriment. C'est bien le but de cette concertation qui est ouverte. En tout cas, ce soir, on est davantage sur le sujet du skatepark. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas d'autres demandes d'intervention, on procède au vote. Y a-t-il des contre? 2, 4, 6, abstention? Pas d'abstention. Merci. Ça permet effectivement de faire avancer ce projet de skatepark. Je vais donner la parole, merci Francine, je donne la parole à Gwenaëlle Claire sur la convention d'objectifs avec la caisse d'allocation familiale. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir. Donc après le PLUI, on continue avec le CLAS et la CNAF, donc pour une convention qui vous est certainement familière puisque voilà, on la renouvelle depuis plusieurs années et on s'en réjouit. Donc on est signataire avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, de cette convention d'objectifs et de financement d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité qui couvre 2 actions sur la ville. La première qui est 1, 2, 3 lectures. Donc pour rappel, ce sont des ateliers de soutien à la lecture pour principalement les élèves de CP, mais aussi certains enfants qui auraient toujours des difficultés un peu dans leur scolarité par la suite, ainsi qu'un accompagnement à la scolarité spécifique aux jeunes de l'espace du Bréau. Voilà, donc éventuellement on rappelle que de nouvelles actions pourraient bien sûr compléter cette convention. Elle est signée cette fois pour 2 années scolaires, 24-25 et 25-26, donc jusqu'au 30 juin 2026. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions. On passe au vote. Des contre, des abstentions. Merci. La parole à Judith Reynaud pour nous parler de la convention avec la compagnie Nafra-Litep. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Oui, alors on a voulu imaginer avec le service culture de la ville et la compagnie Nafra-Litep un nouvel événement sur la ville qui est un festival un peu de théâtre de rue. Et je vais vous en préciser les modalités. Donc la convention a pour objectif de définir ces modalités de partenariat sur un festival donc, qui aura lieu en avril et mai prochain, sur lequel on travaille depuis déjà 2 ans avec la compagnie. Donc 3 axes pour ce festival qui se passera sur 9 jours. Tout d'abord des spectacles jeunes publics, à peu près 18 spectacles jeunes publics qui sont dans la cour de l'Anvers. Des scénettes dans la ville, donc dans des jardins et des cours, dont le jardin de la Charité Royale, Victoria et l'IEP, et la cour de l'Anvers et la cour de Art Gallery à Fontainebleau. Voilà, donc c'est des scénettes c'est un peu des promenades. Donc en fait, l'idée c'était de faire des scénettes dans la rue et les gens peuvent aller d'une place à l'autre. Il y aura plusieurs représentations dans les journées. Et l'idée, c'est de faire donc d'avoir Fontainebleau qui résonne aux couleurs du théâtre sur 2 week-ends.
Et enfin, il y aura un spectacle grand public au théâtre, donc le samedi soir, le 3 mai à 20h et le dimanche en matinée à 16h30, et sur un spectacle qui s'appelle La Mare aux Fées et qui est librement adapté de La Mare au Diable de George Sand. Le thème commun à toutes ces représentations, c'est la forêt et l'histoire locale de Fontainebleau. Donc il y aura par exemple des scénettes entre Victor Hugo et, je me souviens plus son prénom, Madame Drouet, son amante, et aussi des pièces de George Sand, de Courteline, de Labiche. Donc ça va être plutôt de qualité. Voilà, donc je vous invite à y venir. Donc le soutien de la ville, c'est la mise à disposition gratuite des lieux, dont le théâtre, bien sûr, un soutien logistique et la com. Je crois que là, vous avez vu dans le projet de délibération, c'est assez exhaustif sur les dates et les horaires. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et donc, on vous demande d'approuver la convention, la signature de Monsieur le maire. Merci Judith. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, un beau projet en perspective avec la compagnie Nafralitep. On va passer aux voix. Y a-t-il des contre? Abstention? Merci. Délibération suivante. Toujours Judith Reynaud, une convention avec Fontainebleau-Cheval. Ah non, c'est d'abord Atmosphère, je crois. Mais c'est pas grave. Absolument. Alors, du coup, on aurait pu inverser. En fait, on travaillait déjà avec eux. L'année dernière, il y a rien eu. C'est le salon Photoblo. Je pense que vous le connaissez tous, parce que c'est vrai que ça a du succès. Et en fait, on n'avait pas pu le faire l'année dernière. Et en fait, on s'est entendu avec l'association pour que l'événement devienne biannuel. Donc Photoblo, je rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une exposition de photographie qui met en lumière la forêt et le pays de Fontainebleau, et c'est un salon qui a été monté par l'association Atmosphère, et tous dans l'association ont un lien avec Fontainebleau ou la région de Fontainebleau. Et je vous engage à y aller, c'est vraiment de qualité. Cette année, ce sera du 23 au 25 mai, toujours dans la salle des fêtes du théâtre municipal, mais aussi dans l'atelier de la Charité royale, ce qui là est une nouveauté. On vous demande... alors, les objectifs du partenariat, je ne vous les rappelle pas, mais c'est de promouvoir les artistes locaux sur la photo, contribuer au rayonnement de la ville et de la région. Et au niveau de la ville et de son soutien à cette association, il y a eu une subvention à l'association d'un montant de 500 € qu'on a précédemment voté, la mise à disposition à titre gracieux des lieux et la com. Voilà, donc pareil, il vous est demandé d'approuver la convention pour signature de Monsieur le maire. Merci Judith. Y a-t-il des questions sur cette convention? Pas de convention, on va la passer aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Fontainebleau-Cheval maintenant. Oui, alors avec Madame Fletcher. Oui, donc là, ça fait la deuxième fois qu'on fera cette quinzaine du cheval qui donc se déroule au même moment en avril. Et l'idée, on reprend à peu près la même chose que l'année dernière, mais on l'étoffe cette année. Donc avec une exposition composée de sculptures et de photographies, donc pareil que l'année dernière. Alors c'est pas les mêmes artistes, bien sûr. Donc à la médiathèque du 1er au 12 avril. Avec cette fois-ci une conférence par Monsieur Patrice Guérito avec une dédicace de son livre, le prêt d'ouvrage par l'association sur la thématique du cheval, donc ça on l'avait fait aussi l'année dernière afin d'enrichir le fonds de la médiathèque, et on a imaginé aussi un spectacle tout public qui s'appelle The Horseman, qui auront lieu, des représentations qui auront lieu dans le jardin de la médiathèque et une sur la place Napoléon. Et aussi des ateliers qui auront lieu à la médiathèque sur cette thématique. Donc les objectifs du partenariat, c'est de créer un temps fort autour du cheval, puisque Fontainebleau est ville de cheval, et qu'en plus l'année dernière, on avait eu un bon accueil de cette manifestation. Voilà, donc on vous demande d'approuver la convention sur cette action. Merci Judith. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération? Pas de questions, des contre, des abstentions? Merci. Dernière délibération du soir, Fanny Malvezin pour nous parler de la convention avec Interparking France.
Oui, je suis heureuse de conclure ce conseil municipal avec une proposition de convention avec Interparking, un fidèle partenaire de la ville pour soutenir les jolis événements que prépare Caroline Philippe autour du marché de Noël des Naturiales, de la fête de la musique et de la prochaine fête de la Saint-Louis fin août. Et je salue les équipes et Caroline qui travaillent ardemment sur ces sujets-là. Donc, c'est pas parce que on a des recettes en hausse pour certains endroits qu'on ne va pas chercher quand même des partenaires. Donc, on va chercher des mécènes et on remercie Interparking pour son soutien fidèle à hauteur de 31 000 € pour l'année 2025. Donc, je vous propose d'approuver ce partenariat. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Raymond. Bravo pour la recherche de partenaires et de subventions. J'ai toujours soutenu cette démarche. Je regrette simplement qu'elle se fasse avec des entreprises qui soient des prestataires de la ville, et en particulier Interparking. On sait que le sujet du stationnement est un sujet tendu en ce moment, avec des répercussions sur l'attractivité de la ville, sur l'état du commerce, entre autres. Je pense que l'argent d'Interparking serait mieux utilisé pour des tarifs plus attractifs. Et je regrette également un autre point concernant cette aide, qui a été évoqué par un des élus présents, un des rares élus présents, je devrais dire, à la commission cadre de vie, qui a été de faire remarquer qu'auparavant, des sociétés comme Interparking venaient en aide au monde associatif et remettaient des sommes à peu près équivalentes à différentes associations qui portaient des projets. Bon, c'est vraiment dommage que le monde associatif ne puisse plus bénéficier de ces aides et que ça aille directement dans la poche de la collectivité. Je pense honnêtement que 30 000 € serait plus utile au monde associatif qu'à la collectivité, mais ça, c'est une position qui n'engage que moi et qui visiblement n'est pas celle de la collectivité. Merci, donc je voterai contre. Merci Monsieur Raymond, c'est une position effectivement que vous avez relayée lors de la précédente commission. Alors, le monde associatif auquel vous faites référence, c'est souvent les clubs sportifs qui peuvent bénéficier notamment. Ces mêmes clubs, on travaille aussi à leur côté pour les encourager, les mettre en relation avec des acteurs économiques du territoire pour leur permettre de fonctionner. On ne s'échappe pas de cette mission et effectivement, on le fait aussi pour différents clubs sportifs, quand bien même la compétence sport soit à l'échelle de l'agglomération, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Pardon ? Tout à fait, mais les clubs auxquels je fais référence sont souvent des clubs du pays de Fontainebleau. Il y a néanmoins un point alors vous ne soyez pas forcément favorable au sujet d'avoir une convention avec Interparking, ça c'est tout à fait votre liberté et heureusement que vous pouvez l'avoir. Néanmoins, il y a un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est quand on essaye de faire le rapprochement, en tout cas le raccourci à mon sens, entre voiture, parking et la dynamique du commerce actuellement à Fontainebleau. Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on évoque sur ce sujet-là pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que force est de constater, et ce n'est pas Fontainebleau qui le dit, c'est l'ensemble des communes de France qui constatent qu'effectivement le sujet du commerce est un sujet épineux sur lequel il y a des facteurs externes qui jouent actuellement en défaveur de la dynamique commerciale. Quels sont ces facteurs ? Premièrement, les charges qui sont indéniablement importantes. Deuxièmement, le panier moyen de consommation des Français qui actuellement ne s'orientent pas vers la consommation. Ils s'orientent davantage vers l'épargne et on n'a jamais autant eu d'épargne en France que dans cette période-là. Ensuite, on a un sujet sur les loyers de ces commerces qui est un sujet important, essentiel, pas qu'à Fontainebleau, partout on a un sujet d'adaptation des loyers à la conjoncture. Ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on devrait tous collectivement avoir une réflexion, en tout cas nous l'aurons, et nous allons mener cette réflexion avec les acteurs locaux, les bailleurs. On peut aussi réfléchir avec les banques qui accompagnent de moins en moins les porteurs de projets. Quand on a un commerce qui s'ouvre, il doit souvent rénover l'intérieur. Enfin, pardon, je reviens dans l'ordre. Il y a le pas de porte, il y a les premiers loyers, il y a la rénovation du commerce, il y a souvent l'achat de stock.
on parle parfois de centaines de milliers d'euros pour s'installer et pour développer un commerce, ce qui, dans la conjoncture actuelle, n'est pas évident. On parle aussi parfois de commerces dont les loyers n'ont pas été révisés depuis longtemps, des commerces qui doivent, comme je dis il y a quelques instants, avoir un coup de peinture ou une mise aux normes à minima. Donc en fait, le sujet est multiple et je ne voudrais pas que parce qu'il y a des désaccords, sans doute, sur une politique que nous assumons autour de cette table, c'est-à-dire de faire respecter le sujet du stationnement. Le stationnement est payant à Fontainebleau, il s'agit juste de le faire respecter, pas autre chose que de le faire respecter. Vous payez vos impôts, Monsieur Raymond, vous respectez vos obligations sur ce sujet-là. Donc il y a le tarif du stationnement, il faut payer son stationnement. Et de faire ce raccourci qui dit si le commerce va mal, c'est à cause du stationnement. C'est une conjoncture qui est complexe. En tout cas, nous essaierons d'avoir ce débat avec les acteurs locaux et nous ne fuirons pas la responsabilité d'étudier cette question-là. Si je peux juste vous répondre, Monsieur le maire, en 2 mots, je partage votre analyse, il n'y a pas de problème là-dessus, et je ne fais pas de raccourci, je ne dis pas que le stationnement est le seul problème. Je dis qu'on est autour de cette table des élus de la ville à traiter du budget, puisqu'on l'a voté ce soir, de la ville, et des moyens d'action de la ville. Effectivement, mettre en place une commission, un groupe de travail, très bien, mais là, on est en train de parler des actes qu'on peut faire. Et ce que la ville peut faire, c'est agir sur ses compétences. Le stationnement en est un. Effectivement, la conjoncture internationale, nationale, sur l'épargne, sur le manque de consommation, sur le développement de l'e-commerce, etc., ce n'est pas quelque chose sur lequel on a une action directe. Le stationnement, on a une action directe. C'est pour ça que je l'évoquais. Mais jamais vous ne m'entendrez dire que c'est la seule raison et que la ville est entièrement responsable des problèmes du commerce. Voilà. Merci. Alors après, sur le stationnement, on peut effectivement évoquer le principe de la rotation. C'est vrai qu'il n'y aurait que de la gratuité. Vous auriez des voitures ventouses toute la journée. Madame Oui, je voulais simplement rajouter que, dans l'ensemble, le stationnement à Fontainebleau est quand même très cher. C'est ce que j'entends souvent autour de moi et j'ai pu le constater à plusieurs fois, effectivement. Bon, malgré les 10 minutes gratuites, je crois, je ne sais plus si c'est 10 minutes ou plus. 20 minutes, oui. Ça reste néanmoins très cher et ça peut être quelque chose qui peut ne pas donner envie à des gens de venir sur Fontainebleau pour acheter, via marché de commerce, malheureusement. Le sujet préféré de M. Flynn, Thibaut Flynn. Alors, bonsoir à tous. Quelques précisions, parce que c'est bien aussi de se baser sur des chiffres. J'avais lu, M. Raymond, votre tribune dans le dernier magazine de la ville où vous accusiez principalement à l'époque le stationnement des raisons du commerce. Je suis content de voir que vous modérez un peu votre position aujourd'hui. Là, je regardais les chiffres en direct de janvier-février 2025, puisqu'évidemment, on n'a pas encore le mois de mars ni la suite. Par rapport à l'année dernière, on est en augmentation de 1% de fréquentation dans les parkings. Alors, ce n'est pas une augmentation exponentielle, on est bien d'accord, mais ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'effondrement de la fréquentation à Fontainebleau, en tout cas pour le moment, sur les 2 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Et en plus, en janvier 2024, le LAPI n'était pas encore arrivé, donc on peut même comparer janvier 25 par rapport à 24. On a même fait plus 5%, si vous voulez tout savoir, en janvier avec le LAPI. Donc vous voyez, je pense que c'est effectivement, comme l'a dit M. le maire, des raisons bien différentes. Et pour répondre sur la partie du prix du stationnement, alors on ne va pas épiloguer trop longtemps sur l'ensemble des dispositifs, mais il faut le dire et le redire, outre les gratuités le soir sur le parking Château de 19h à 9h du matin, je rappelle qu'il y a des tarifs spécifiques sur certains parkings, comme le parking de l'Étape, qui est quand même très peu cher. Il y a une offre dont beaucoup de personnes malheureusement ne connaissent pas l'existence, qui est le parking du marché, où toutes les personnes, pas que les Bélifontins, ont le droit à 3 heures de stationnement pour 2 €, ce qui fait 75 centimes de l'heure à peu près, tous les vendredis, samedis, dimanches. Donc, très honnêtement, 75 centimes de l'heure, on est sur un coût très modéré. Il y a les 20 minutes gratuites pour toutes les voitures, tous les jours, une fois par jour. Et ensuite, il y a toute une série d'événements qu'on met en place. Enfin, je rappelle que le tarif, qui est d'ailleurs souvent cité par M. Thomas, mais qui n'est pas là ce soir, du 2,20 € de stationnement en voirie, c'est uniquement l'hypercentre. Pour vous donner une idée, c'est 180 places sur 1200 places de voirie payante. Donc on est à 20% des places seulement à ce tarif-là. Le tarif en zone verte, ça reste à 1 € de l'heure et un forfait à 10 € la semaine, qui me paraît quand même assez raisonnable. Merci. D'autres demandes d'intervention?
On va vous proposer de voter sur cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Alors, attendez, pardon, les contre, excusez-moi. 2, 7 abstentions. Merci. Nous arrivons au bout de ce conseil municipal avec une question orale et je laisse la parole à Monsieur Le Cerf. Merci, Monsieur le maire. Oui, en fait, c'est une remarque qui m'a été faite par de nombreux, quelques Bellifontins, Bellifontaines d'un certain âge. Comme chaque année, les seniors de plus de 70 ans sont invités à venir chercher leur colis de fin d'année offert par la ville dans la salle des fêtes du théâtre. C'est l'occasion de les accueillir lors d'un moment convivial, chaleureux et gourmand. Sans doute aussi de faire travailler les entreprises locales pour le contenu de ces colis. Cependant, j'ai été sollicité par de nombreuses personnes pour demander s'il n'est pas possible d'opter pour un bon d'achat pour celles et ceux qui le voudraient. Merci. Je vais laisser Isabelle Bolger répondre à votre question. Monsieur Le Cerf, je vous remercie de partager cette demande, de la faire remonter, d'autant que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a été faite à aucun agent du CCAS ni à aucun élu de la majorité. Donc c'est important que nous entendions votre question. Jusqu'à présent, nous avons recueilli des avis extrêmement positifs dans leur grande majorité sur la distribution des colis. D'abord pour le soin qui est apporté à l'équilibre de ces colis, notamment des produits évidemment, mais aussi des contenants des colis qui sont chaque année changés, qui sont originaux, qui sont réutilisables. Bien sûr, cette distribution, vous l'avez dit, elle donne lieu à un temps convivial et festif qui est apprécié et c'est le sel de ce moment en période de fête pour un certain nombre de personnes qui parfois ont assez peu d'occasions d'être réunies et de profiter d'un moment dans un beau décor qui est la salle des fêtes. Donc nous pourrions bien sûr étudier la possibilité de distribuer des chèques cadeaux. Mais je dois vous dire pour un budget maîtrisé, qui est le même depuis plusieurs années, comme je l'ai dit avant, le plaisir apporté en cette période de fête par un colis avec ses petites surprises, qui a pu aussi être négocié parce que dans le cadre d'une commande groupée de produits, on arrive justement à obtenir un équilibre et un colis qui est intéressant parce qu'on en commande 1200 et que c'est ce nombre qui fait ça, cette négociation ne pourrait évidemment pas avoir lieu sur des chèques cadeaux qui donc donneraient 20 € à dépenser ici ou là ou des bellichèques qui sont un peu plus tristes. Voilà. Donc il me semble qu'aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas sûre que le sens de la fête et le sens du cadeau que nous souhaitons maintenir à ce moment-là serait tout à fait satisfait par un chèque d'une vingtaine d'euros. Mais j'entends votre demande et on restera évidemment attentif si d'autres Bellifontins seniors nous la font remonter. Merci. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et nous nous retrouverons le 12 mai à 19h30 pour notre prochaine séance. Merci à vous.